Et si le simple fait de chercher une preuve était justement ce qui empêche votre miracle d'atteindre votre portée? Je veux que vous imaginiez ceci. Vous êtes devant une toile, pinceau à la main, les couleurs encore humides, l'image commençant à peine à prendre forme. Appelleriez-vous un public pour juger le travail maintenant, alors que les coups de pinceau sont inachevés et que la vision respire encore dans votre esprit? Ou feriez-vous confiance à ce que vous voyez en vous, laissant le monde vous rattraper seulement lorsque le chef-d'œuvre est achevé? C'est là que tant de gens se perdent, non pas dans l'acte de création, mais dans le désir agité de voir des résultats avant qu'ils ne soient mûrs. Neville Goddard a enseigné que le moment où vous assumez l'état du souhait accompli, c'est déjà un fait dans l'invisible. Pas en train de devenir un fait, pas en route, mais déjà scellé dans le royaume invisible où toute création commence. Pourtant, le piège est subtil. Vous assumez l'état pendant un moment, vous le ressentez comme réel, puis vos yeux retournent vers le monde extérieur, scrutant un signe, une preuve. À ce moment-là, vous sortez de la nouvelle réalité et revenez à l'ancienne. Comme si un maître peintre abandonnait la vision pour mesurer l'œuvre contre une toile à moitié peinte. Cette habitude vous fait tourner en rond, sans jamais permettre à l'intérieur de se solidifier avant que l'extérieur ait une chance de répondre. Vous connaissez déjà ce sentiment, l'euphorie qui survient lorsque vous voyez un petit signe, une coïncidence, un moment de « peut-être que ça fonctionne ». Votre cœur s'emballe, la dopamine parcourt votre corps, et pendant un bref instant, vous croyez. Mais bientôt, lorsque le tableau complet n'est pas encore là, le doute revient. La foi et le doute jouent à la corde à tirer en vous, et le chef-d'œuvre reste sans surveillance. Ce n'est pas parce que vous échouez, mais parce que votre attention est encore dirigée vers la mauvaise galerie, celle de l'extérieur, au lieu de la galerie vivante de votre monde intérieur. Joe Dispenza appelle cela « câblage et tir ». Votre cerveau commence à créer de nouvelles voies uniquement lorsque vous ressentez constamment la faim comme si elle était là maintenant, indépendamment de ce que vos sens rapportent. Votre système nerveux ne peut pas distinguer entre une réalité que vous voyez avec vos yeux et celle que vous ressentez si intensément que votre corps croit qu'elle s'est déjà produite. Le monde extérieur met du temps à rattraper, mais le monde intérieur peut changer en un instant. Et quand l'intérieur change, l'extérieur n'a d'autre choix que de suivre. Alors, dans cet espace, pour le temps que nous passerons ensemble, je vous invite à arrêter de chercher à voir la graine germer alors que vous êtes encore en train de la planter. Arrêtez d'ouvrir le four pendant que le pain lève encore. Arrêtez de demander au miroir de changer avant de modifier votre propre position. En ce moment, nous allons adopter une manière d'être qui est immobile, inébranlable, sans tentation de vérifier. Vous n'attendez pas que votre réalité confirme votre état. Vous laissez votre état dicter votre réalité. Et à la fin de ce voyage ensemble, vous verrez pourquoi vous avez déjà gagné, bien avant que la preuve n'apparaisse devant vous. Le seul combat est avec votre ancienne conscience. Vous pourriez penser que votre lutte est contre les personnes qui doutent de vous, contre les factures qui arrivent, contre les obstacles qui continuent d'apparaître sur votre chemin. Mais ce ne sont que des ombres, projetées par la lumière d'une réalité plus profonde, votre propre conscience. Neville Goddard a averti que le monde n'est rien d'autre qu'un miroir, et que la lutte n'est jamais avec le reflet. La seule véritable bataille est celle entre qui vous avez été et qui vous osez maintenant être. C'est le travail silencieux mais implacable de libérer la prise de l'ancien homme, cette identité familière qui répète les mêmes schémas, s'accroche aux mêmes peurs et assume les mêmes limitations. Chaque fois que vous vous levez le matin et que vous regardez autour de vous en étant la même personne qui a lutté hier, vous nourrissez cet ancien soi. Et pourtant, le nouveau vous, celui qui vit déjà votre désir, existe ici même, comme une graine poussant contre le sol, ne demandant que la chaleur de votre acceptation. Les circonstances n'ont pas le pouvoir de te retenir. Elles ne sont que les ondulations d'une croyance prête à se dissoudre. Quand vous arrêtez de réagir à l'ancienne histoire comme si elle avait encore de l'autorité, vous la privez de ressources. Et ce qui est affamé s'estompera. Ce combat n'est pas bruyant. Ce n'est pas une question de force. C'est le choix silencieux, fait moment après moment, de privilégier la vérité intérieure plutôt que l'apparence extérieure. C'est se regarder dans le miroir et savoir que ce que vous voyez est temporaire, que votre vrai moi vit au-delà de ce verre. C'est entendre le même vieux doute chuchoter dans votre esprit et choisir de le laisser passer comme le vent qui ne peut déplacer une montagne. Et chaque fois que vous le faites, le vieil homme perd sa voix et la nouvelle conscience, celle alignée avec votre désir accompli, s'enracine plus profondément. Tu ne combats pas le monde. Vous affinez la lentille à travers laquelle le monde apparaît. Et quand cette lentille se clarifie, tout ce que vous pensiez autrefois être contre vous se mettra simplement en place, comme si cela avait attendu votre reconnaissance depuis le début.
Il y a un sabotage silencieux qui se produit lorsque votre esprit dérive entre deux mondes. Le monde où votre désir est déjà là, et le monde où vous craignez qu'il ne le sera jamais. Chaque fois que vous passez de l'un à l'autre, vous réinitialisez le voyage, comme si un navigateur changeait de destination en cours de route. L'énergie qui se construisait perd son élan, et la création qui se formait doit recommencer là où vous l'avez laissée. C'est pourquoi tant de gens ont l'impression d'être presque arrivés depuis des années. Ils déracinent sans cesse la vision avant qu'elle n'ait eu le temps de mûrir. L'esprit a faim de nouveautés, de la rassurance du progrès. Mais la manifestation ne consiste pas à poursuivre de nouveaux signaux de l'extérieur. Il s'agit de maintenir une scène, un état, avec une foi inébranlable jusqu'à ce qu'il devienne si familier que votre corps oublie que c'était un désir et l'accepte comme réalité. Neville parlait souvent de résider dans la faim, pas seulement de la visiter quand cela semble confortable. Le moment où vous laissez votre attention se détourner de ce qui est au lieu de ce qui est vrai en vous, vous permettez à l'illusion extérieure de reprendre votre énergie. Imaginez une seule scène vivante, celle qui capture parfaitement l'essence de votre désir accompli. Pas une centaine d'images, pas une douzaine de scénarios, mais un moment figé dans le temps qui raconte toute l'histoire. Peut-être est-ce le poids silencieux d'un stylo dans votre main alors que vous signez les papiers pour la maison qui est la vôtre. Peut-être est-ce la façon dont quelqu'un que vous aimez vous regarde avec la reconnaissance que vous êtes déjà devenu la personne que vous saviez toujours être. Cette scène est votre ancre. Vous y revenez non pas par effort, mais par dévotion. Comme l'esprit d'un amoureux revient à la pensée de l'être aimé sans avoir besoin d'être rappelé. Le focus dispersé vous maintient en mouvement sans arriver. Le focus ancré vous amène à la destination. Et quand cette scène devient plus réelle dans votre monde intérieur que les faits devant vous, l'extérieur doit se conformer, car il n'a aucun pouvoir pour résister à ce qui a déjà été accepté à l'intérieur. Lorsque vous regardez le chemin de quelqu'un d'autre pour mesurer le vôtre, vous sortez de l'autorité de votre état et entrez dans le chaos de la création de quelqu'un d'autre. La comparaison n'est pas une curiosité inoffensive, c'est un changement subtil de vibration, une soumission silencieuse de votre alignement au rythme de la vie de l'autre. Et à ce moment-là, votre énergie ne parle plus avec la voix de la certitude, mais avec l'hésitation de « suis-je en retard ? Est-ce que je fais assez ?» La vérité est que chaque voyage se déroule avec son propre timing invisible, déterminé non par le hasard ou la chance, mais par l'état que vous habitez. Les jalons extérieurs d'un autre ne peuvent pas révéler l'histoire intérieure qui les a amenés là. Vous voyez la récolte, mais vous ne voyez pas les saisons de croissance invisibles. Quand vous comparez, vous plantez des graines de doute dans votre propre jardin, et ces graines poussent rapidement. Les neurones miroirs dans votre cerveau commenceront à imiter les émotions que vous percevez chez les autres. S'ils vivent dans la peur, vous ressentez la peur. S'ils sont incertains, vous absorbez l'incertitude. Même si leur réalité extérieure semble désirable, l'énergie qui la sous-tend peut être celle que vous ne souhaitez pas inviter dans votre propre création. Neville a enseigné que le seul miroir qui vaut la peine d'être regardé est celui tenu par votre moi accompli. Au lieu de scruter le monde à la recherche de personnes qui semblent en avance sur vous, concentrez votre attention sur l'état d'être qui a déjà ce que vous cherchez. Laissez cette version de vous fixer la norme, pas les versions des autres dont vous ne pouvez pas voir les mondes intérieurs. Quand vous vivez à partir de l'identité de votre faim, vous commencez à rayonner la fréquence de votre désir sans effort. Vous n'avez plus besoin de rivaliser, car vous comprenez qu'il n'y a pas de course. Il n'y a que l'alignement. La comparaison murmure que tu manques de quelque chose. Votre moi accompli murmure que vous êtes déjà complet. La voix que tu nourris déterminera la réalité dans laquelle tu vis. Et lorsque vous choisissez cette dernière option, vous découvrirez que les lignes temporelles des autres perdent complètement leur emprise sur vous, car vous vous êtes ancré dans une réalité que personne ne peut vous enlever. Il y a une fin subtile que beaucoup prennent pour de la foi, le désir constant de voir un signe, de recevoir un message, de remarquer un changement dans le monde extérieur. Cela ressemble à de l'engagement, mais c'est souvent précisément ce qui retarde la manifestation. Ce signal est ressenti dans l'invisible, et la réalité que vous créez reste en suspension, incapable de se matérialiser pleinement. Le cerveau est câblé pour chercher des preuves. Un mouvement dans votre environnement, une coïncidence, un mot de quelqu'un, et la dopamine inonde votre système. C'est enivrant, mais c'est aussi trompeur, car l'euphorie est temporaire. Bientôt, l'absence de nouveaux signes se ressent comme une perte, et vous revenez à l'ancienne vibration du doute. Ce cycle vous maintient dans un état de vérification plutôt que d'incarnation. Le travail de Neville nous rappelle que l'assomption est une certitude silencieuse. Elle n'a pas besoin de preuves pour se maintenir. Au moment où vous exigez une validation, vous reprenez le rôle du chercheur au lieu de celui qui possède déjà. La véritable création se produit dans le silence où aucune preuve n'est nécessaire.
C'est le calme d'un jardinier qui sait que la graine pousse sous le sol, même si la surface semble inchangée. C'est le calme d'un sculpteur qui voit la figure achevée à l'intérieur de la pierre bien avant qu'une seule pièce ne soit taillée. La discipline ne consiste pas à surveiller les progrès, mais à se reposer dans la certitude que le progrès est inévitable. Lorsque vous relâchez le besoin de signe, vous entrez dans l'autorité de celui qui commande la réalité. Vous ne demandez plus au monde de vous rassurer. Vous permettez au monde de rattraper la vérité que vous avez déjà revendiquée. Dans cet espace, la preuve devient irrélevante, car le sentiment de l'avoir est déjà complet en vous. Et quand le sentiment est complet, le physique doit suivre, sans effort, sans recherche, et sans un seul coup d'œil par-dessus votre épaule pour voir s'il est arrivé. Tout ce que vous vivez dans le monde extérieur est le résultat naturel de l'image que vous avez de vous-même. Changez le concept de soi, et les circonstances se réorganisent sans résistance. Neville a répété cette vérité encore et encore. Vous n'avez pas besoin d'attaquer les branches, car elles ne sont que l'expression visible de la racine. Si les branches portent des fruits que vous ne désirez pas, c'est parce que la racine, votre identité, les nourrit encore. La plupart des gens essaient de tailler les branches au lieu de transformer la graine. Ils changent d'action, poursuivent des opportunités, ou manipulent les conditions extérieures, espérant qu'un agencement différent à l'extérieur apportera la paix à l'intérieur. Mais l'intérieur est la cause. Et tant qu'ils ne changent pas, les mêmes schémas refleuriront, habillés de différentes formes. Le concept de soi que vous acceptez comme vrai est comme le sol. Il détermine ce qui peut pousser, peu importe combien d'efforts vous déployez dans le jardin extérieur. Considérez la différence entre quelqu'un qui cherche un emploi et quelqu'un qui se sait déjà embauché, valorisé et indispensable. Le premier avance avec hésitation, se soumettant aux circonstances, espérant être choisi. Le second avance avec une énergie qui suppose que sa place est déjà assurée. Et la vie reflète cette certitude de manière presque sans effort. L'événement extérieur, l'offre d'emploi, n'est que la branche. L'identité que « je suis celui qui appartient ici » est la racine. Quand vous vous levez chaque matin, il y a un moment avant que l'esprit ne se souvienne du passé où vous pouvez choisir le terreau de la journée. Vous pouvez répéter la version de vous-même qui vit déjà la réalité que vous désirez, permettant à votre corps de sentir sa présence avant que le monde n'ait dit un mot. Avec le temps, cette répétition n'inspire pas seulement, elle reprogramme. Les branches se plient, les feuilles changent, et les fruits qui étaient autrefois amers sont remplacés par ceux qui correspondent à la douceur que vous avez revendiquée à la racine. Quand vous vivez depuis la fin, le monde cesse d'être une collection d'obstacles et devient une séquence vivante de pas parfaitement alignés. Les événements extérieurs peuvent encore sembler fragmentés, mais du point de vue de l'état accompli, chaque pièce a un sens. Neville parlait souvent de voir le monde comme un miroir. Le verre ne décide pas de l'image, il la reflète. Pour voir le reflet que vous désirez, vous devez déjà être en train de vibrer à sa vérité. Depuis l'ancien état, les défis apparaissent comme des menaces. À partir de l'état final, ils deviennent partie intégrante du plan. Un maître d'échecs ne panique pas lorsque l'adversaire déplace une pièce. Il voit le coup comme faisant partie d'une stratégie qui mène inévitablement à la victoire. De la même manière, votre moi accompli connaît déjà l'issue, donc chaque revers apparent n'est qu'un coup de plus, rapprochant l'inévitable. L'extérieur peut sembler imprévisible, mais l'intérieur est stable, et c'est l'intérieur qui façonne la forme que l'extérieur doit prendre. Ce changement est subtil, mais absolu. Au lieu de douter si vous êtes sur la bonne voie, vous comprenez que le chemin se construit sous vos pieds, à chaque pas que vous faites en accord avec la réalité que vous avez choisie. Vous arrêtez de chercher des réassurances parce que vous voyez déjà la preuve dans les événements même qui autrefois vous auraient découragé. Lorsque vous percevez le monde à travers le prisme de l'état final, vous n'avez pas besoin de contrôler chaque détail, car vous savez que tous les détails se déplacent au service de l'état que vous avez accepté. Ce n'est pas un espoir aveugle, c'est une certitude pratiquée, cultivée par le choix quotidien de voir la vie comme votre allié. Et quand le monde devient votre allié, le chemin vers votre désir semble moins une lutte et plus un déploiement, un mouvement parfait après l'autre. Les pensées seules ne fixent pas une nouvelle réalité en place. C'est l'émotion qui les sous-tend, le courant constant de sentiments, qui agit comme l'adhésif entre votre vision intérieure et son expression extérieure. Les mots de Neville, le sentiment et le secret, ne sont pas une suggestion poétique, ils sont le fondement de la création. Vous pouvez penser à l'abondance toute la journée, mais si le ton que vous portez est l'inquiétude ou le manque, la vibration que vous émettez contredira l'image que vous tenez. Le ton émotionnel n'est pas le frisson éphémère d'excitation que vous ressentez en un instant d'inspiration. C'est l'état constant qui bourdonne doucement en arrière-plan de votre conscience. C'est la façon dont votre corps se sent lorsque vous n'essayez pas activement de manifester. La posture naturelle de votre cœur et de votre esprit.
Ce ton indique à l'invisible si vous habitez vraiment la fin, ou si vous êtes encore un visiteur qui y entre et en sort selon le jour. Imaginez accorder un instrument de musique. Si la corde est même légèrement désaccordée, toute la pièce sonnera faux. De la même manière, votre ton émotionnel doit être accordé pour correspondre à la réalité que vous prétendez. Sinon les notes de votre vie joueront en désaccord. Le corps est le parfait indicateur pour cela. Tension, lourdeur ou agitation sont des signes que le ton a dérivé. La légèreté, la certitude et la confiance tranquille sont des signes qu'il est aligné. Pour maintenir le ton constant, vous devez y revenir non pas par force, mais comme on revient à un rythme familier. Une pause à midi, même pour 1 ou 2 respirations, peut vous réintroduire dans la fréquence émotionnelle de votre faim. Avec le temps, ce ton devient automatique. Il n'a plus besoin d'être convoqué. Il vit en vous. Et quand elle vit en vous, la réalité extérieure n'a d'autre choix que de se lever et de rencontrer la musique que vous jouez depuis le début. Il y a des moments où l'esprit devient agité, où le poids des apparences pèse, et où vous ressentez l'envie de revenir à de vieux schémas. Dans ces moments-là, une seule phrase, prononcée lentement, ressentie profondément, peut vous ancrer de nouveau dans la vérité de votre état. Les écritures, ou toute phrase sacrée qui résonne avec votre être intérieur, ne sont pas destinées à être utilisées comme un outil de négociation avec l'univers. C'est une clé qui déverrouille la porte du concept de soi que vous avez choisi. Ce verset n'est pas un appel à l'attente passive, mais une invitation à la tranquillité où le monde extérieur perd son emprise sur vous. La tranquillité n'est pas l'inactivité. C'est un état où votre conscience est si enracinée dans la faim que le mouvement dans le monde extérieur ne dicte plus votre climat intérieur. Dans cette immobilité, vous êtes intouchable, car vous habitez la réalité que vous avez déjà acceptée. Quand une phrase devient une encre, elle cesse d'être de simples mots. Ce n'est plus une phrase dans votre esprit, c'est une vibration dans votre corps, une fréquence qui vous rappelle instantanément à la vérité. Comme un phare dans le brouillard, il n'a pas besoin de chasser les navires. Il brille simplement, et en brillant, il guide. Chaque fois que vous revenez à cette encre, vous répétez votre identité choisie, non pas comme un souhait, mais comme une certitude. Considérez celle qui a fait face à des difficultés financières, mais a refusé de dévier de son objectif choisi. Elle portait un seul verset avec elle, le récitant intérieurement chaque fois que la peur se manifestait. Les jours, les semaines et les mois passèrent, mais elle ne mesurait pas le temps, elle ne mesurait que son alignement. Et quand le changement est venu, il n'est pas arrivé comme une surprise, mais comme le résultat naturel de l'état dans lequel elle avait vécu tout ce temps. C'est le pouvoir d'un stabilisateur. Il vous garde dans le siège de la création, lorsque le vent essaie de vous déplacer. La création nécessite un certain type de dévotion. La volonté de rester fidèle à la vision jusqu'à ce qu'elle soit complète, sans l'envie constante de faire un pas en arrière et de se demander si cela fonctionne. Imaginez un artiste en plein milieu d'une peinture, s'arrêtant toutes les quelques minutes pour inviter des étrangers dans son atelier pour obtenir des retours. La vision se disperserait, le flux se briserait, et l'œuvre finale n'aurait jamais la profondeur qu'elle aurait pu avoir. Il en va de même dans la manifestation lorsque vous interrompez à plusieurs reprises le processus pour vérifier s'il a commencé à apparaître. Neville parlait souvent de vivre entièrement dans l'œuvre achevée. Cela signifie se donner à l'état final de telle manière que vous oubliez de mesurer à quelle distance vous en êtes. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'immersion. Le monde extérieur prendra toujours du temps pour refléter ce que vous avez revendiqué à l'intérieur. Mais moins vous exigerez de rapports d'avancement, plus cela se déroulera de manière fluide. Il y a un rythme à la création qui ne peut être précipité. Les graines germent en leur propre saison. La musique résout ses accords au bon moment. Et le pinceau trouve son dernier coup de pinceau seulement lorsque l'image est prête à parler. Quand vous arrêtez de vérifier, vous permettez à l'invisible de faire son travail silencieux. Vous laissez les couleurs se mélanger, la forme prendre forme, et la vie que vous avez choisie se développer en toute visibilité, sans perturbation. Moins vous interrompez le processus, plus vous commencez à en ressentir le plaisir. Vous découvrez que la joie ne réside pas seulement dans l'image finie, mais dans l'intimité vivante de chaque coup de pinceau, chaque souffle, chaque accord silencieux entre vous et votre création. Et quand vous lèverez les yeux un jour pour le voir devant vous, complet et indéniable, vous saurez que c'est votre attention ininterrompue qui l'a mise en forme. La plupart des gens vivent comme si les événements du monde dictaient leur état intérieur, réagissant à chaque changement de circonstance comme une feuille emportée par le vent. Dans cette manière de vivre, le monde extérieur est le maître, et le soi n'est que son sujet. Mais la création commence dès que vous inversez cet ordre, lorsque vous décidez que votre état intérieur est la cause, et l'extérieur n'est que l'effet. Neville a enseigné que vous êtes le pouvoir opérant.
Et vivre en tant que créateur signifie agir depuis la fin, indépendamment des apparences, ne pas attendre la fin avant de la ressentir. Quand vous êtes un réacteur, chaque événement indésirable devient une confirmation de peur, de manque ou de doute. Mais quand vous êtes un créateur, vous voyez ces moments comme des formes vides, attendant le sens que vous leur attribuez. La différence réside dans la pause. Dans cette pause, vous vous rappelez de l'état que vous avez choisi avant de répondre. Vous choisissez de ressentir et d'agir à partir de la réalité que vous avez déjà revendiquée, plutôt que de l'ombre temporaire de ce que vous ne voulez pas. Ce n'est pas de la répression. C'est de la maîtrise, la capacité de maintenir votre alignement si fermement que le monde extérieur doit s'y plier. Il existe d'innombrables exemples où ce changement a inversé la tendance. Une personne recevant des nouvelles indésirables pourrait laisser la panique prendre le dessus, et ainsi en inviter davantage. Ou il pourrait respirer, se rappeler la vérité intérieure que le résultat leur appartient déjà, et répondre avec cette certitude. Ce faisant, l'énergie de la situation change, et souvent le résultat s'aligne avec l'état intérieur qu'il maintenait. Le monde ne peut s'empêcher de se réorganiser lorsque vous restez immobile dans l'assomption de votre désir accompli. Passer de réacteur à créateur, c'est prendre le siège de l'autorité dans votre propre vie. Ce n'est plus attendre la permission de se sentir en sécurité, digne ou abondant, c'est incarner ces états maintenant, avant que la preuve n'apparaisse. Et quand vous le faites, vous constatez que la preuve ne vient pas comme un miracle de l'extérieur, mais comme le reflet inévitable de qui vous avez choisi d'être depuis le début. Devenez le moteur inébranlable. Il y a en vous un endroit où aucune circonstance ne peut atteindre, aucune opinion ne peut pénétrer, aucune peur ne peut troubler. C'est le centre immobile à partir duquel toute création commence. Vivre à partir de cet endroit, c'est devenir ce que Neville Goddard appelait le moteur immobile, celui dont le monde intérieur façonne le monde extérieur, sans avoir besoin que le monde extérieur donne d'abord la permission. Ce n'est pas de la passivité, c'est la forme la plus élevée de pouvoir. Il ne s'agit pas de se détourner de la vie, mais de la rencontrer avec la certitude inébranlable que la vie ne peut que refléter l'état que vous portez en vous. Quand vous comprenez cela, le monde cesse d'être une force avec laquelle vous devez lutter. Vous ne poursuivez plus les résultats. N'essayez plus de plier les circonstances à votre volonté, ni n'attendez que les conditions changent avant de vous sentir en sécurité. Au lieu de cela, vous reconnaissez que tout changement extérieur est précédé d'un changement intérieur. Le reflet dans le miroir ne bouge que lorsque vous bougez, pas avant. Continuer à polir le miroir sans toucher à soi, c'est passer une vie à ajuster l'ombre, sans jamais toucher à la substance. Neville a enseigné que le monde n'est rien d'autre que votre propre conscience objectivée. Chaque événement, chaque rencontre, chaque tournant sur la route est un miroir qui vous montre l'état dans lequel vous avez vécu. Quand vous comprenez cela, vous arrêtez de blâmer, vous arrêtez de marchander et vous arrêtez d'attendre. Au lieu de cela, vous vous tournez vers l'intérieur, car vous savez que changer le reflet est aussi simple et aussi profond que de changer l'image qui le projette. La science moderne affirme cette vérité ancienne. Joe Dispenza explique que votre cerveau et votre corps réagissent aux expériences imaginées de manière vivante, comme si elles se produisaient dans le monde physique. Vous reprogrammez les voies neuronales, conditionnez votre système nerveux et envoyez des signaux cohérents dans le champ qui vous entoure. Vos cellules, vos hormones, votre chimie même commencent à correspondre à la réalité que vous répétez. Le corps apprend si bien le nouvel état qu'il devient votre référence, votre état par défaut. À partir de là, le monde extérieur n'a d'autre choix que de se conformer, car le signal que vous envoyez est inébranlable. C'est pourquoi la pratique ne consiste pas en des éclats sporadiques de foi suivis de longues périodes de doute. Il s'agit de cultiver une constance émotionnelle, vivre comme si c'était déjà fait, jusqu'à ce que le corps ne se souvienne plus de ce que c'était de ne pas l'avoir. Quand le sentiment devient familier, quand il semble plus naturel de demeurer dans l'état accompli que dans l'ancien, vous avez franchi le seuil invisible où la manifestation devient inévitable. Considérez l'image d'une graine enfouie dans le sol. Vous ne pouvez pas le voir. Vous n'avez aucune preuve que quoi que ce soit se passe. Pourtant, sous la surface, des forces sont à l'œuvre. La graine se fend. Les racines commencent à s'étirer vers le bas. Une tige commence à pousser vers la lumière. Le sol peut sembler le même pendant des jours ou des semaines, mais la vie est en mouvement. Le déterrer chaque matin pour vérifier ses progrès serait le détruire. La graine ne cherche pas de réassurance. Elle fait confiance au processus dont elle fait partie. Et cette confiance n'est pas aveugle. Elle est inscrite dans sa propre nature. Vous, aussi, portez cette nature. L'état que vous avez revendiqué est déjà en mouvement, attirant déjà à lui les conditions qui le rendront visible. Votre rôle n'est pas de superviser chaque détail, mais d'habiter la connaissance que les détails s'alignent. L'esprit qui vérifie toujours est l'esprit qui doute.
L'esprit qui sait repose dans sa revendication, et parce qu'il repose, la revendication a de l'espace pour grandir. Le moteur immobile n'ignore pas le monde extérieur. Il le voit clairement, mais il le voit à travers le prisme de l'état final. Un retard n'est pas un déni, c'est une partie de la chorégraphie. Un tournant inattendu n'est pas un revers, c'est une redirection vers le chemin le plus direct. Cette perspective n'est pas un tour de passe-passe mental, c'est la vision naturelle qui vient lorsque vous êtes ancré dans l'accomplissement de votre désir. D'ici, vous n'avez pas besoin de lutter contre les courants. Vous maintenez simplement votre position, et les courants s'ajustent pour vous mener exactement là où vous avez déjà décidé d'être. Cela nécessite de la discipline, mais pas celle qui épuise. C'est la discipline du souvenir. Se souvenir de la sensation de la faim lorsque vos sens vous tentent de réagir. Se souvenir de qui vous êtes lorsque l'ancien soi essaie de se réaffirmer. Se souvenir que la réalité n'est pas quelque chose qui vous arrive, mais quelque chose qui se produit à travers vous. Chaque fois que vous revenez à ce souvenir, vous renforcez le pont entre l'invisible et le visible. Au cours des 7 prochains jours, je vous invite à vivre cette vérité sans compromis. Réveillez-vous chaque matin et entrez dans l'état que vous avez choisi avant de toucher votre téléphone, avant de parler à quiconque, avant que le monde n'ait la chance de vous dire quel genre de journée c'est. Laissez vos mots, vos gestes, vos décisions être façonnés par la réalité que vous avez déjà acceptée. Lorsque des défis se présentent, considérez-les comme faisant partie du déroulement et non comme des interruptions. Quand il y a du silence, laissez-le affirmer votre confiance, pas provoquer votre doute. Quand il y a des preuves, recevez-les avec gratitude, mais ne comptez pas dessus pour maintenir votre alignement. Il ne s'agit pas de se forcer à être positif ou de nier ce que vous ressentez. Il s'agit de permettre à la sensation d'accomplissement d'être votre foyer, même si la vie se réorganise encore autour de vous. Il s'agit de marcher avec la certitude que votre état intérieur est la cause, et le monde extérieur est l'effet. Et tout comme vous ne demanderiez pas à l'écho de raisonner avant de parler, vous ne demandez pas à l'extérieur de changer avant d'avoir prononcé le changement en vous-même. Le pouvoir du moteur immobile réside dans son refus d'être séduit par les apparences. Ils savent que le monde extérieur est la partie la plus lente de la création. Et donc, ils sont patients sans attendre, confiants sans avoir besoin de preuves, actifs sans saisir. Ils vivent dans le paradoxe d'être pleinement engagés dans la vie tout en restant totalement détachés de la manière dont elle choisit de donner forme au désir. Et parce qu'ils vivent dans ce paradoxe, ils sont libres. Libres de la tyrannie du temps, libres de l'attrait du doute, libres du besoin de contrôler ce qui se déroule déjà parfaitement. Si vous pouvez maintenir cette position, non pas comme une contrainte mais comme un lieu de repos naturel, vous constaterez que la réalité se plie vers vous avec une rapidité surprenante. Les opportunités émergeront, les portes s'ouvriront, les gens apparaîtront. Non pas parce que vous les avez poursuivis, mais parce que vous vous êtes tenus si complètement dans l'état d'avoir qu'ils n'ont eu d'autre choix que de vous égaler. C'est l'autorité silencieuse qui vient de savoir qui vous êtes et de refuser de sortir de cette connaissance. Alors, en fermant les yeux ce soir, laissez le sentiment de votre désir accompli s'installer en vous, comme s'il avait toujours été là. Voyez-le, ressentez-le. Laisse-le vivre dans ta respiration, dans les battements de ton cœur, dans la façon dont ton corps se repose. Et quand tu te réveilles, ne va pas le chercher, lève-toi comme celui qui l'a déjà. Maintenez cette posture dans la pensée, dans l'émotion, dans l'action, et laissez le monde se lever pour vous y rencontrer. Car c'est l'essence d'être le moteur immobile. Vous n'attendez pas la preuve pour croire. Vous croyez, et la preuve apparaît comme l'écho naturel de votre état. Et dans cet écho, vous ne reconnaîtrez pas un miracle, mais l'issue inévitable de la vérité que vous avez choisi de vivre.